Bonjour à toutes, à tous et à tous. Merci d'être avec nous pour cette première conférence du cycle annuel de la chaire en 2024. Alors, mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Alors, on a aujourd'hui une présentation par quatre personnes qui vont discuter de leur expérience à la clinique, en fait. D'abord, Laurence Gouvin-Joyal, prenons elle et elle, accord féminin non genré, donc qui est actuellement coordonnatrice de la clinique de justice sociale de l'UQAM, Clinex, et étudiante, Clinics, pardon, Clinics, voilà, euh, et étudiante à l'école du barreau. Alors, au travers de ses implications militantes et académiques, elle s'intéresse particulièrement aux différentes narratives cis-hétéronormatives que le droit reproduit et aux stratégies pour tenter de les troubler. Charlotte Hamel, prenons elle, accord féminin, est étudiante à la maîtrise en droit à l'UQAM. Son sujet de recherche est l'enseignement clinique en droit au Québec. Elle se questionne plus précisément sur la pertinence d'implanter dans des cliniques juridiques universitaires le modèle de la pratique rebelle du droit, visant notamment à former des juristes capables de travailler dans des milieux communautaires. Pendant la rédaction de son mémoire, elle a occupé également le poste de coordonnatrice aux activités de co-création de la Clinics. Jamie Lacaron, tout pronom, tout accord, est professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM et dirige la Clinics. Elle enseigne également dans une autre clinique à l'UQAM, la Clinique internationale de défense et de droits humains. Et elle enseigne également le cours Approche queer du droit. Alors, avant d'enseigner à l'UQAM, Jamila a co-créé et co-dirigé une clinique d'information juridique à l'Université de Genève en Suisse. Enfin, quatrième personne présentatrice, Marion Bertrand-Huot, tout pronom, occupe le poste de direction générale adjointe du Conseil québécois LGBT. Diplômée en sexologie et en histoire, Marion travaille et s'implique dans le milieu communautaire depuis plus de 7 ans. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci pour l'invitation. Merci à la chaire de nous donner cette occasion de venir parler de la pratique communautaire du droit. On attend. Je l'ai mis. C'est ouvert le micro. On nous entend? Voilà. Ça va aller maintenant. Super. Donc, merci. Avant de se lancer, je proposerais qu'on présente en fait chacune des entités pour lesquelles on travaille ou on représente. Donc, Marion, si tu veux commencer par peut-être présenter le Conseil québécois. Bien, le Conseil québécois LGBT, c'est un organisme de défense de droit. Ça fait, cette année, on a fêté nos 30 ans. Puis quand je parle d'un organisme de défense de droit, on est surtout un organisme qui défend les droits par la concertation. On tente de faire des liens entre les différents organismes LGBTQ+ au Québec et de faire des efforts de concertation pour réussir à identifier c'est quoi les priorités, savoir où lutter, comment lutter et apporter ces luttes-là dans le milieu politique. Fait qu'on essaye tout le temps de dire qu'on est l'interlocuteur privilégié du gouvernement. C'est notre objectif. Dans le fond, quand on parle un peu du lobby gay, c'est ça qu'on essaye d'être. Au mieux qu'on est capable. Mais à date, on a quand même des très, très bons résultats. On a vraiment une belle solidarité. Fait que notre objectif, vraiment profondément, c'est de créer une certaine solidarité dans le milieu communautaire, puis qu'on puisse être capable de se mettre d'accord sur quoi lutter puis comment lutter. Il y a une diversité de méthodes, il y a une diversité des luttes. Comme organisme, on respecte énormément ça, mais nous, notre objectif personnel, c'est vraiment de discuter avec les milieux politiques, créer des liens. On a aussi des liens avec les médias. Fait que c'est un petit peu ça, je dirais, en quelques mots, c'est quoi l'organisme. On est aujourd'hui quand même presque 12 employés. Puis le nombre d'organismes qu'on essaie de réunir, en ce moment 68, mais on vise vraiment plus. Ça continue d'augmenter. Si je regarde juste de 4 ans, on était moins de 30 organismes qu'on représentait. Fait que de plus en plus, le mandat vers lequel on s'en va, c'est vraiment cette volonté-là que les voix soient entendues, mais que qu'est-ce qu'on représente, ce n'est pas la voix d'un organisme qui est le nôtre, mais celui des autres organismes, la réalité terrain de ce qui se passe. Et on collabore avec Clinics quand même depuis même justement la genèse justement de ce projet-là et avec la chaire de recherche aussi, qui est lui-même un membre. Genèse, que je pense que Jimla, tu vas nous présenter. Ouais, je vais vous présenter un peu ce que c'est la Clinics, puis je vais prendre un peu plus de temps que ce qui a été fait pour le conseil, parce que l'idée, c'est aussi dans ce midi de justement présenter
où on en est après 2 ans environ de travail pour la création de la Clinics. Donc, ce que c'est la Clinics, tout d'abord, c'est un cours du département des sciences juridiques qui est ouvert aux personnes qui sont en fin de baccalauréat en droit. Puis on a un objectif assez précis qui est de former des juristes critiques, engagés, réflexives, mais surtout outillés pour travailler sur des questions de genre et de sexualité en lien avec le milieu communautaire, d'où aussi notre collaboration avec le conseil. Donc, on a vraiment une thématique et celle de genre et sexualité qui ne bouge pas, même si elle est assez large. Et puis, on a une approche qui est celle de la pratique communautaire du droit qui encadre à la fois la manière dont on collabore avec les partenaires, mais aussi la pédagogie qui est développée en classe. Et puis sur ça, je vais laisser après Charlotte vraiment présenter ce que c'est la pratique communautaire du droit. Je voulais aussi donner des éléments un peu plus concrets pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on fait dans une clinique juridique, même si c'est toujours difficile d'expliquer. Donc, on a un apprentissage qui se fait en partie en classe. Il faut savoir que dans les cliniques juridiques, on a des classes assez réduites, donc on a maximum 12 personnes Je suis dans qui sont dans la Teams, classe clinique. dans Ça, c'est une classe de 3 heures de Explo. cours, comme on est Moi, habitué de faire à l'UQAM. Mais il y a aussi une partie de l'apprentissage qui se passe dans du travail sur des dossiers réels qui proviennent, dans le cadre de la clinique, du milieu communautaire. Et là, on va donc diviser les personnes dans la classe sur 4 dossiers qu'on a par session qui sont menés en lien avec le milieu communautaire. Donc, ça va être des groupes de 2 ou 3 personnes étudiantes qui vont donc également apprendre en travaillant sur ces dossiers qui ont toujours, parce qu'on est au département des sciences juridiques, une composante juridique, justement. Et donc, on a 4 dossiers par session qui sont en lien avec 4 organismes communautaires différents par session, mais qui sont aussi supervisés à chaque fois par un ou une professionnelle du droit, qui est une personne qui est experte, en fait, dans le domaine juridique du fond du dossier dont on traite, à la fois pour accompagner les personnes étudiantes, mais aussi pour s'assurer de la qualité du travail qui est fait. Je vais vous donner un exemple. En automne 2023, un des dossiers, c'était en collaboration avec la Coalition d'aide à la diversité sexuelle d'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, ce qu'on a fait, je devrais plutôt dire ce que les personnes étudiantes ont fait, c'est une note de recherche qui portait sur les droits des jeunes personnes trans et non-binaires par rapport à l'utilisation des prénoms et prénoms choisis, mais aussi des toilettes et vestiaires dans les écoles secondaires, et notamment toute la question de savoir qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait pas l'accord des parents. Donc, vous voyez un sujet d'actualité en ce moment au Québec. Donc, on fait des notes de recherche, mais on fait d'autres choses. On fait parfois des avis juridiques, on fait parfois des formations, on fait parfois de l'information juridique. Donc là, je vous montre par exemple une brochure qu'on a produite qui s'appelle « Un bref guide pratique sur le mégenrage à l'UQAM » parce qu'on essaie aussi de s'intéresser à ce qui se passe sur ces questions à l'intérieur de notre institution. Puis la dernière chose que je voulais dire sur le cours, puis je reviendrai un petit peu sur sa création après, c'est qu'on suit donc cet objectif de pratique communautaire, donc qui a aussi une certaine vision du droit, une certaine vision de la profession juridique qui est véhiculée dans la clinique, donc avec un regard collectif, mais aussi critique sur le rôle du droit et des juristes dans les luttes, parce qu'on est quand même à l'UQAM. Et tout ça, ça fait qu'on a des objectifs à court terme qui sont de répondre à des questions juridiques sur des dossiers particuliers. On a quand même un objectif de beaucoup plus long terme qui est de faire en sorte qu'on ait des juristes, des professionnels du droit qui soient capables de travailler sur ces questions de genre et sexualité et en lien avec le milieu communautaire. Sur la création de la clinique, ce que tu évoquais, ça a été un processus de co-création. Qui a été fait avec différentes personnes ou différentes entités. Tout d'abord, on a créé un cours de co-création clinique. Donc, à ce moment-là, on travaillait avec Charlotte et toi, tu faisais le cours. L'idée, c'était que des personnes étudiantes vraiment mettent en place les fondements de la clinique, du fonctionnement qu'on a adopté depuis. Et en plus de travailler avec les personnes étudiantes, on a aussi fait des entretiens avec des professionnels du droit engagés, soit sur ces questions, ou soit des personnes militantes, pour leur demander qu'est-ce qui vous a manqué en fait dans vos études en droit pour faire le métier que vous faites actuellement.
Et ensuite, on a pu utiliser ces éléments pour adapter la formation qu'on donne. Donc ça, c'était le travail avec les professionnels du droit, mais on a aussi fait un sondage avec justement le milieu communautaire sur ces questions-là, pour connaître un peu leur intérêt à l'existence d'une telle clinique, pour savoir s'ils avaient des idées de mandat à faire avec la clinique, mais aussi c'était une partie assez intéressante du travail pour connaître un petit peu leur rapport avec les professionnels du droit, avec les juristes, et qu'est-ce qu'ils et elles pensaient qu'on pouvait améliorer aussi dans cette collaboration. Donc ça, c'est un peu pour la création de la clinique. Puis, je voulais encore juste mentionner, puis ça va donner la place pour la suite, sur le travail qu'on fait avec les milieux communautaires. Ça va être le centre de toute notre discussion aujourd'hui. Mais on a, dès le départ, fait un partenariat stratégique avec le Conseil québécois LGBT pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant, d'un organisme qui regroupe en fait les différents organismes. Et ça se traduit par un dialogue continu, puis c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui de faire voir un peu comment on discute pour toutes les questions qui concernent la clinique. Mais c'est aussi une présence très attentive du conseil qui vient à chaque session en classe pendant 2 cours entiers durant la session, donc sur 15 semaines, c'est quand même beaucoup, et qui vient écouter, conseiller les personnes étudiantes dans le travail. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, on ira pour la deuxième fois, on ira dans vos locaux pour faire ces séances-là. Donc, il y a le partenariat stratégique avec le conseil, mais il y a aussi, chaque fois qu'on prépare un mandat pour la clinique, un travail qui est engagé avec chaque organisme communautaire pour tout d'abord se rencontrer, pour créer un lien de confiance, ça prend du temps, puis aussi après pour définir le mandat, et ensuite il y a un travail de conversation qui est fait tout au long de la session jusqu'à la fin. Donc c'est quand même beaucoup d'échanges avec les milieux communautaires, parce que je pense que c'est quelque chose qui va sortir de la discussion aujourd'hui. C'est difficile de parler du milieu communautaire. Donc voilà un petit peu pour donner un cadre autour de la clinique pour la discussion. Si je peux ajouter aussi, la clinique a reçu une subvention pour travailler avec le Conseil québécois LGBT sur toutes les réflexions autour de la structure et du lien avec les milieux communautaires pour éviter de reproduire certains angles morts, notamment des rapports de pouvoir. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, on réfléchit actuellement sur toute la question de la sélection des dossiers, des futurs dossiers, à travers notamment certains critères, certains cadres. Par exemple, on s'est questionné quant à l'importance de la portée de certains mandats afin de prendre en compte que ce mandat soit profitable pour le plus grand nombre de personnes, notamment pour des organismes qui ne sont pas nécessairement LGBTQIA2S+, et donc d'assurer une certaine perspective intersectionnelle. Et de manière un peu corollaire, on s'est aussi questionné quant aux qualités qu'une personne juriste devrait développer pour travailler auprès des milieux communautaires et plus largement sur les questions de genre et de sexualité. Bref, toutes ces réflexions sont en cours en ce moment et la discussion d'aujourd'hui s'inscrit en fait dans cette continuité. Ce qui m'amène à vous présenter un peu le plan de la séance, on l'a un peu abordé. Donc, il y a Charlotte qui va commencer par nous présenter c'est quoi en fait la pratique communautaire du droit. Puis, on va ouvrir ensemble autour d'une discussion sur des points de tension qu'on a préalablement identifiés ensemble, sur la mise en place et le fonctionnement d'une clinique juridique universitaire en lien avec les milieux communautaires, vous l'aurez compris, et donc sur des questions de genre et de sexualité, en mentionnant notamment des pistes de solutions et ou des améliorations qui seraient possibles. Et donc, on se concentre aujourd'hui sur des points de tension pour essayer de faire avancer la réflexion, mais aussi pour marquer que, somme toute, les rapports se sont présentés quand même de manière assez positive. Ça s'illustre notamment par le fait que le cours semble assez apprécié par les personnes étudiantes. Yixine, merci d'être là, d'ailleurs. Et aussi par les rendus qui semblent être utiles par les organismes communautaires. C'est aussi une manière de mettre en avant la démarche réflexive et d'humilité de la clinique. Jimla l'a mentionné, mais on parle des milieux communautaires, mais les réalités sont excessivement diverses au sein des milieux. Marion, tu pourras nous en parler. Ce qui aurait pu être un enjeu, en fait, qu'on aurait pu aborder, qu'on peut aborder peut-être dans la période de discussion, et qui peut amener aussi un enjeu de par les choix des partenaires communautaires avec lesquels la clinique peut fonctionner ou peut moins bien fonctionner.
On voulait également rappeler que chaque entité part en fait avec des biais sur les réalités de l'autre communauté. Donc, nous, on part avec des biais sur le communautaire part avec des biais sur les milieux académiques et les milieux universitaires, mais que l'idée même de la pratique communautaire du droit s'ancre dans cette idée de déconstruire ces rapports de pouvoir, notamment entre, justement, l'académie et les milieux communautaires. Et donc, on tient à prendre en compte, en fait, de ne pas exploiter des savoirs et des ressources qui sont propres au milieu communautaire. Et donc, pour finir, avant d'embarquer dans la discussion, il y avait un très grand nombre de points qu'on voulait aborder aujourd'hui, mais par manque de temps, on a dû faire des choix déchirants, mais peut-être qu'on va avoir le temps de les aborder à la toute fin, donc gardez vos questions pour la période des questions. Et donc, sans plus attendre, Charlotte, je t'inviterais à nous parler de cette belle approche communautaire du droit. Oui, certainement. Ben oui, donc pourquoi on parle de ça? Parce que comme Jamila l'a dit, c'est vraiment la base, c'est l'inspiration même de la philosophie et de la pédagogie de la clinique. Ce qui est important de savoir par rapport au cadre de la pratique communautaire, ça vient d'abord du milieu de la pratique du droit. Donc, c'est des gens qui sont particulièrement des praticiens-praticiennes. Il y en a pour la plupart qui sont aussi cliniciens-cliniciennes, donc qui ont vraiment ces deux identités-là, mais c'est vrai que ça vient en premier du milieu de la pratique du droit. C'est une théorie qui a plusieurs auteurs qui en ont parlé, ce qui proviennent généralement des États-Unis. Donc, c'est aussi beaucoup de littérature en anglais. Donc, beaucoup des concepts que je vous parle aujourd'hui, c'est des traductions, c'est de l'interprétation. Donc, c'était le petit heads-up que je voulais faire avant de commencer. La pratique communautaire du droit, donc, c'est un cadre théorique que j'ai un peu séparé en deux. Donc, d'un côté, c'est un cadre théorique critique parce que ça vise à dénoncer les relations de pouvoir oppressives dans la pratique du droit des avocats-avocates qui pratiquent en milieu communautaire ou dans le milieu du droit social. Donc ça veut dire, par exemple, droit du logement ou domaine de droit qui touche généralement la vie de tous les jours auprès de communautés marginalisées. En anglais, on utilise le terme « legal aid lawyers », ce que je trouve un peu plus simple et un bon résumé. Donc, d'un côté, le cadre critique, puis d'un autre côté, je le qualifie de cadre théorique plus transformateur parce qu'il vise vraiment à formuler puis offrir des principes pour justement repenser la pratique du droit et la relation entre les avocats-avocates avec leurs clients-clientes ou leurs partenaires communautaires, toujours dans une optique plus émancipatrice. Donc, un peu plus précisément, je vais vous présenter les deux aspects. Donc, critique, faut quand même reconnaître que la pratique communautaire reconnaît que c'est pas toujours conscient là, de la part des avocats-avocates. Ça vient souvent de leur formation, leur socialisation durant leur parcours scolaire et leur pratique, c'est-à-dire ça provient des normes un peu là, professionnelles qu'on transmet traditionnellement là, aux avocats-avocates. Puis quelques exemples de comment ces dynamiques de pouvoir là, peuvent être vues dans les relations avocat-avocate avec leurs clients-clientes ou leurs partenaires. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, en fait, ça serait souvent au cours des entretiens, les avocats-avocates vont avoir tendance à reformuler puis traduire les histoires des clients-clientes ou des partenaires en termes qui font souvent juste du sens en droit. Donc, ce que ça fait comme impact, ça dépossède un peu la personne de son histoire, mais aussi des modes d'action parce que les avocats-avocates vont souvent prendre le rôle de maître et maîtresse du dossier, vont mener les actions, vont décider plusieurs des décisions. Puis c'est ce qu'on va appeler des violences interprétatives dans le cadre de la pratique communautaire du droit. Un autre exemple, ça serait l'individualisation. Donc, les avocats-avocates ont tendance à individualiser beaucoup les problèmes juridiques et les personnes, c'est-à-dire qu'on va traiter les personnes et leurs problèmes sans vraiment faire référence à des facteurs plus larges, comme par exemple le genre, la sexualité, la classe sociale, la capacité ou la race, quand on va plutôt tenter de trouver une solution immédiate à un problème juridique, donc sans nécessairement prendre en compte tous les autres enjeux qui pourraient intervenir là, dans la problématique. Donc, du côté critique, c'était un peu ça. Du côté plus transformateur, donc comment on repense cette pratique-là, deux concepts assez importants.
C'est la première qui est de favoriser une relation plus co-constructive, c'est-à-dire d'opter le moins possible pour une posture en tant qu'avocat, avocate ou même juriste, de maître, maîtresse du savoir, puis de plutôt chercher à s'éduquer, d'avoir une posture vraiment là, de chercher à s'éduquer sur les réalités et les enjeux des communautés avec lesquelles les avocats, avocates sont portés à travailler avec. C'était comme une drôle de traduction, mais voilà. Le deuxième point, ça serait de travailler en collaboration. Donc, vraiment travailler en collaboration avec les organismes communautaires, mais aussi d'autres professionnels dans d'autres domaines que le droit. L'idée, finalement, c'est un peu de reconnaître que le savoir juridique, c'est pas nécessairement le sauveteur dans toutes les situations quelconques, mais plutôt un des outils possibles. Donc, c'est surtout d'attribuer au droit une espèce de rôle tactique qu'on peut utiliser. Donc, ça implique de s'éloigner justement parfois de stratégies juridiques comme par exemple le litige, qui est traditionnellement à quoi on pense qu'on parle, on pense à la pratique du droit, puis de plutôt chercher d'autres stratégies comme par exemple les protestations ou même le plaidoyer politique, toujours dans une optique d'organisation communautaire. Donc, ça, c'est des pistes là, que la théorie de la pratique communautaire du droit fournit. Donc, maintenant, au niveau pédagogique, donc comment on peut repenser ce cadre théorique-là dans un contexte plus de pédagogie clinique en droit? Il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur la question. De manière générale, ils vont argumenter en faveur d'implanter des principes qui proviennent des pédagogies critiques. Souvent, on va faire référence à Paulo Freire, Bell Hooks dans leurs travaux, même qu'on va qualifier cette pédagogie-là de contre-pédagogie. L'idée, en fait, c'est de changer puis diversifier la façon dont les connaissances sont acquises, généralement dans les cours de droit traditionnel, puis on veut fournir plutôt des cadres d'analyse juridique critique aux étudiants et étudiantes. Donc, en gros, ce qu'on a convenu dans la théorie de la pratique communautaire, c'est qu'apprendre aux étudiants et étudiantes en droit à travailler en milieu communautaire, ça implique d'une part d'apprendre de nouvelles compétences qui ne sont pas enseignées dans les cours de droit, mais aussi de désapprendre certaines compétences enseignées dans les cours de droit. Donc, j'ai identifié deux composantes lorsqu'on pense à une clinique juridique universitaire là, qui s'inspire du cadre théorique de la pratique communautaire. Deux choses. Donc, le premier point, c'est vraiment une clinique qui transmet des compétences autres que celles juridiques traditionnelles. Donc, à quel genre de compétences on peut penser? Par exemple, éviter un décalage culturel. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'éviter, par exemple, que les étudiants et étudiantes n'aient aucune connaissance par rapport aux réalités. Donc, qu'ils soient en mesure d'identifier même les besoins des communautés avec lesquelles ils travaillent. Ça peut être aussi apprendre à développer un engagement à long terme, collaboratif, avec d'autres professionnels aussi que juste des juristes. Donc, travailler, par exemple, avec des gens en travail social, capables de vraiment collaborer. Quelques stratégies souvent proposées par le cadre. Par exemple, la cartographie, ça revient assez souvent. L'idée, c'est par exemple apprendre aux étudiants et étudiantes à cibler, par exemple, dans un quartier, quels endroits où ils sont moins desservis par certains services. Ça permet de développer une idée plus spatio-temporelle des réalités des milieux, ce qui est assez intéressant. Ça peut être aussi des sorties sur le terrain. Là, il y a quand même un bémol. On utilise souvent la métaphore de touriste. On ne veut pas de touristes. Donc, il faut faire attention lorsqu'on envoie. Mais on ne veut pas de touristes. C'est vraiment important parce que c'est vrai, on n'envoie pas les étudiants et étudiantes sans connaissance dans les milieux. L'idée, c'est que la clinique a une responsabilité quand même d'enseigner certaines notions quand même aux étudiants et étudiantes, puis leur transmettre des valeurs là, importantes pour leur entrée dans les communautés. Ça peut être aussi fait par des supervisions par d'autres professionnels, donc des gens qui supervisent les dossiers. Ça peut être fait par des gens qui travaillent en travail social, pas toujours obligé que ce soit juste des juristes, même si on est dans une clinique juridique. Fait que ça, c'est une autre stratégie. Je voulais vous donner un petit exemple. Il y a la clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais. Cette clinique-là est vraiment intéressante. Il offre des services d'information, d'accompagnement et des ateliers, mais directement dans les locaux de la SUP
populaire de Hull. Fait que ça, c'est intéressant parce que la clinique se déplace carrément dans la communauté, vraiment offre une présence directe. Elle a même aussi offert de la présence active dans des activités militantes. Elle a participé, par exemple, à l'atelier de pancarte lors de la Nuit des sans-abri à Gatineau en 2022. Donc, ça aussi, c'est une façon de s'intégrer puis s'imprégner de la vie de la communauté. Dernier point, donc le deuxième pan, ça serait la transmission d'un esprit critique. Donc, on en parle un peu depuis tout à l'heure. En gros, ce que ça veut dire, c'est d'inviter les étudiants et étudiantes à réfléchir au rôle des juristes et aux droits au sein des coalitions et des luttes sociales d'envergure. Donc, c'est un peu ça l'idée. Quelques exemples, ça serait l'intégration de théories juridiques critiques dans les cours, donc à travers des lectures, donc vraiment d'essayer d'intégrer différentes perspectives sur le droit et la justice, ce qui permet aux étudiants et étudiantes de développer des outils analytiques et déstabiliser certaines méthodes traditionnelles qu'elles ont appris dans leurs cours de droit. On peut aussi penser à faire venir des intervenants directement dans les cours pour offrir des perspectives extérieures et différentes. L'exemple que j'ai trouvé, c'est la clinique de l'Université de Saskatchewan. À chaque session, il y a Maria Campbell, qui est une auteure cri métisse et professeure d'études autochtones, qui vient donner une séance sur les traditions et les coutumes juridiques autochtones. La clinique de l'Université de Saskatchewan travaille beaucoup avec les communautés autochtones, donc ils intègrent vraiment ça d'une personne concernée aussi dans leurs apprentissages. Donc, l'idée, c'est vraiment d'intégrer des perspectives juridiques autres que celles qui sont généralement enseignées dans les cours de droit. Fait que voilà un peu rapido là, la pratique communautaire. Si jamais vous avez des questions plus précises, je suis allée assez vite, mais voilà. Super. Ben, en fait, on va partir de ton dernier point, c'est-à-dire de cette idée de transmission d'esprit critique, qui, dans le fond, nous permet de lancer notre premier point de tension qu'on a décelé, c'est-à-dire celui autour des attentes. Donc, on a remarqué qu'il y avait parfois un certain décalage entre les milieux communautaires et aussi les personnes étudiantes dans la clinique par rapport aux attentes, donc ce qu'elles recherchaient par la clinique. Jimila, j'aimerais commencer par te demander de nous expliquer un peu cet écart, puis comment est-ce que toi, tu l'as observé à travers la clinique? Ouais, puis c'est vraiment un écart, je trouve, qui est alors à la fois entre les milieux communautaires et les personnes étudiantes dans la clinique. Donc, je parlais là de la clinique, mais aussi avec parfois une sorte de troisième entité qui est un peu entre les deux, qui est la direction de la clinique, et puis qui peut aussi avoir des attentes qui peuvent être en tension ou en accord avec ces deux autres entités. Puis je pense que la première chose qui est importante, puis je crois que c'est vraiment la démarche qui est derrière notre présentation d'aujourd'hui, c'est de nommer qu'il y a un écart et de nommer qu'il peut y avoir des différences dans les attentes, puis de sortir d'une vision qui peut être un peu romantique du fait que tout le monde va vers les mêmes objectifs et puis que même si on n'a pas les mêmes objectifs, ces objectifs de toute façon se recoupent. C'est pas toujours le cas en fait. Et donc, je pense que ça fait partie du travail que de commencer par le nommer. Maintenant, si je viens sur ces écarts, quand on a commencé ces discussions, c'était vraiment très foisonnant, donc je vais essayer de me limiter à quelques aspects, puis vous compléterez, vous amènerez d'autres choses. Mais une chose que je voulais dire, ça concerne le fait que il y a un élément qu'on ne peut pas oublier à la clinique, c'est qu'on est dans une faculté de droit. Ou un département des sciences juridiques si on est à l'UQAM. Et puis certes, aussi à l'UQAM, on prétend et on fait du droit un peu autrement, mais on reste dans une faculté de droit. Et ça veut dire que les personnes qui font nos cours sont des personnes étudiantes en droit avec une certaine démographie qui, de nouveau, est un peu plus variée à l'UQAM, mais qui reste une démographie de droit. Donc, on va avoir des personnes qui, soit sont des personnes privilégiées en entrant dans le programme, soit ne le sont pas, mais vont quand même acquérir des privilèges en faisant des études en droit. On a aussi majoritairement des personnes qui sont blanches, des personnes qui sont allochtones, des personnes qui, dans nos cours, y compris dans la clinique, sont des personnes cis ou des personnes hétéros. Et ça fait en sorte qu'on a déjà une démographie particulière en classe, mais aussi, ça se retrouve dans pourquoi les gens font la clinique. Et là, de nouveau, il y a toute une série de raisons. Alors certes, il y a chaque année des personnes qui font la clinique parce que c'est des personnes militantes, engagées, qui veulent en apprendre plus sur les questions de genre et sexualité.
Mais il y a aussi des personnes qui font la clinique parce qu'il y a une envie de faire un cours pratique, parce qu'il y a une envie de faire un cours un peu différent, parce qu'ils ont entendu des choses positives, parce que ça fit dans leur horaire. Parce que c'est bien pour le CV, parce que ça permet de rencontrer des avocats, avocates, parce que c'est un cours succès-échec. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les personnes font la clinique et je pense que on doit partir de là, surtout si on est dans une optique des pédagogies critiques qui décident de partir depuis où en sont les personnes étudiantes. Et ça peut amener des tensions à la fois avec la direction de la clinique, mais aussi avec le milieu communautaire qui se retrouve à devoir en partie prendre une certaine charge pédagogique parce que les personnes vont arriver dans les premières discussions avec les partenaires et vont parfois avoir un langage qui n'est pas adapté, vont parfois avoir des biais, des stéréotypes et donc vont parfois mettre cette charge justement sur le milieu communautaire qui peut se retrouver aussi un petit peu frustré et avec une charge de travail. Parce que ce milieu communautaire, lui, a d'autres attentes qui ne sont pas uniquement pédagogiques, raison pour laquelle ils ont approché la clinique avec un dossier sur lequel il y a une composante juridique. Donc là, je pense qu'il y a un premier écart. Et puis, je voulais aussi mentionner l'écart du point de vue des personnes étudiantes parce que je pense que c'est important, qui peuvent se retrouver aussi un peu brusqués dans leur apprentissage. Ça veut dire que ça va très vite et très vite on leur demande de savoir beaucoup de choses et ça peut ne pas être leur rythme pédagogique et nous aussi on doit le prendre en compte. Donc ça c'était un premier point, puis je vais juste en mentionner un autre avant de laisser Marion peut-être aussi même réagir sur ce que je dis. Un autre point de tension qui là est peut-être plus parfois entre les personnes étudiantes et la direction de la clinique, c'est que souvent les personnes font des cliniques pour avoir une formation de professionnel du droit. Et puis, il y a une image assez claire de ce que c'est que faire du droit, ce que c'est la profession en droit, qui est véhiculée en partie par le bac en droit. Hein, c'est des personnes qui arrivent en fin de bac en droit, mais qui est aussi véhiculée par la société, par les séries, par tout ce qu'on voit dans le monde sur ce que c'est qu'être juriste ou avocat, avocate. Puis quand ils arrivent dans la clinique, nous, on propose une vision qui est un petit peu différente. Alors certes, on a la prétention, puis je pense qu'on le fait, d'être capable de former des gens pour la profession juridique, y compris d'un point de vue classique, mais on va aussi leur montrer ou les sensibiliser à une vision émancipatrice du droit, à une vision collective du droit. Puis ça peut, au début, créer une petite frustration de ne pas être là exactement pour les mêmes raisons qui seraient de devenir des avocats et avocates. Puis ça, c'est important de souligner, d'autant plus qu'il y a une réforme récente de l'école du barreau qui se fait maintenant en partie sous forme clinique. Donc, il y a aussi une attente de correspondre à un certain modèle de clinique juridique qui est véhiculé par le barreau et qui n'est pas la manière dont on fait des cliniques. Puis là, je parle de la clinique, mais aussi de la clinique internationale de défense des droits humains, l'autre clinique du département. C'est pas la manière dont on fait des cliniques à l'UQAM. Et donc là, dans les attentes, il peut y avoir quelque chose qui ne se recoupe pas et qui va retomber aussi sur le communautaire parce que tout ce qui se passe dans les relations entre ces entités se retrouve dans les relations avec les autres. Donc ça, c'était juste pour en nommer deux sur les écarts. Peut-être avoir le temps de Ben, moi, je vais un petit peu continuer, puis je trouve ça vraiment le bout que je trouve vraiment intéressant, puis que je pense qu'il y a un point de tension dans l'attente vraiment, c'est qu'est-ce que le milieu communautaire obtient. Parce que le milieu communautaire, encore plus dans le milieu LGBTQ+, c'est un milieu qui est sous-financé puis qui n'a pas de ressources. Fait que si le milieu communautaire accepte de prime abord une collaboration, c'est qu'il pense qu'il va en retirer quelque chose. Et comparativement à d'autres organismes qui vont défendre des droits, le milieu communautaire LGBT, à cause de son sous-financement, quand même de sa jeunesse en termes d'avoir une vraie structure, souvent a presque zéro expérience avec le milieu juridique, aucune expérience de travailler avec des avocats, avocates. Donc, voit quelque chose comme la clinique, peut voir ça comme une bouée de sauvetage à tous ces problèmes, à toutes les choses qui n'est pas compris. Et une des choses que nous, on a remarqué, c'est l'incompréhension complète de c'est quoi le droit. Généralement, c'est un langage qui est tout autre. Fait que de voir justement les étudiants, il y a peut-être la notion même que c'est étudiant au niveau du bac qui est comme un peu évacué, souvent. C'est juste comme enfin une ressource que j'ai pas, que je ne trouve pas, que j'ai pas ressource d'avoir, que je vais pouvoir un peu me jeter dessus et enfin gérer les dossiers que je laisse de côté puis que je pourrais jamais être financée pour ça.
Fait que ça, déjà, à la base, c'est quelque chose qui peut être assez important. Puis je pense que ça, c'est un milieu communautaire, doit aussi apprendre que c'est un échange. Je vois ça un peu comme l'idée du stage. Là, on n'est pas supposé avoir du cheap labor, on est supposé avoir un échange. Ceci étant dit, à cause des attentes et à cause de l'incompréhension du droit, c'est très facile, même pour un étudiant-étudiante ou baccalauréat, d'avoir l'air très vite d'un expert-experte, même en parlant peut-être à une direction générale qui a 20 ans d'expérience. Parce que c'est un autre langage que l'autre personne ne comprend pas. Fait que la relation peut devenir assez rapidement inégalitaire à cause de cette incompréhension-là et l'attente que cette personne-là qui parle avec des grands mots, de toutes des choses que je ne comprends pas, d'enfin régler mes problèmes peut être assez élevée. Fait que déjà, à la base, je pense que c'est quelque chose qui a ça. L'autre élément, je pense, dans les attentes, c'est dans notre milieu, on vit quand même dans un petit microcosme des fois, très militant, militante, où les gens maîtrisent un peu tous les codes de la sous-culture dans laquelle on est. Et de peut-être d'avoir des milieux justement de droit où on a des gens qui sont en dehors de ce microcosme-là, puis que genre la pédagogie doit recommencer à début de comment on discute ensemble, c'est quoi les termes qu'on utilise, c'est quoi, de quelle façon justement on est poli entre nous avec nos propres codes. Des fois, c'est peut-être pas quelque chose qui est maîtrisé. Puis quand ça fait longtemps que les gens naviguent dans ce microcosme-là sans être trop confrontés à l'extérieur, bien, ça peut être blessant, puis ça peut être même vu plus blessant que la personne veut certainement pas l'être aussi. Fait qu'il y a une deuxième traduction à faire là, puis il y a aussi un travail pédagogique du milieu communautaire. Fait qu'il y a un milieu, un côté, une attente qui est double ici, là. Fait que les 2 milieux ont un petit bout de chemin à faire, mais ça peut être vraiment quelque chose qui est quand même assez important. L'autre chose que englobe tout ça, qui rend ça encore plus complexe, c'est que le milieu communautaire, LGBTQ+, encore plus, est pas sont pas toutes, le milieu est complètement différent. Fait qu'on peut avoir un jeune organisme avec 2 personnes qui le gèrent, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui vient se présenter à la clinique, qui demande quelque chose, ou on peut avoir quelqu'un qui gère l'organisme, mettons, d'un gros organisme qui a déjà fait de la défense de droit, qui a 30 ans d'expérience, qui sait de quoi il parle, puis les attentes vont être complètement différentes, puis la façon de communiquer va être complètement différente. Fait qu'on a 2 groupes d'étudiants et étudiantes qui pourraient complètement avoir des milieux communautaires qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Avec un petit milieu aussi des fois très rade, et un autre côté beaucoup plus relax, corpo, on fait de la sensibilisation, population générale. Fait que les objectifs, les stratégies ne sont pas les mêmes. Fait que c'est vraiment ça. Sinon, j'arrête bientôt. Dernier point, c'est par rapport aux attentes du militantisme. On prend un étudiant-étudiante qui est milité par son militantisme. C'est quelque chose qui est généralement très positif. Mais il faut comprendre que le milieu, comme que le côté juridique, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Que l'organisme communautaire a ses stratégies de lutte collective, qui ont des décisions qui sont prises en grands groupes généralement et qui représentent les intérêts plus généraux. Fait que des fois, le militantisme d'une personne qui est motivée pour aller changer des choses, bien, il faut respecter quand même ce que le milieu communautaire veut. Puis il faut peut-être éviter qu'il y ait peut-être des frustrations de « moi, je suis là parce que je veux être militante par mon rôle et par mes connaissances », mais comprendre qu'il faut être limité par les besoins réels de l'organisme. Puis peut-être pas qu'il y ait de frustration à cause s'il y a un déséquilibre entre ce que la personne croit qu'il devrait aller en termes de droits LGBT et ce que l'organisme a réellement besoin à ce moment-là. Je dirais que, comme petite affaire pour revenir un peu sur tes points, je pense que c'est vraiment les principales choses en termes d'attente qui vont être à contrôler et qui risquent d'arriver. Ceci étant dit, toutes des choses qui peuvent se gérer, là, mais c'est comme des risques. Si je peux me permettre aussi pour venir un peu ajouter une couche d'un regard de personnes étudiantes, je pense qu'au sein même de l'équipe, il peut y avoir des différences d'attente. Et donc, dans ma situation, par exemple, j'étais tellement contente de finalement travailler pour un organisme communautaire sur les questions de genre et sexualité. Mon militantisme était très, très satisfait, mais j'étais avec quelqu'un qui était un peu moins militant. Et donc, j'étais à la fois hyper contente, mais stressée parce que je savais qu'il fallait que je performe bien pour arriver à satisfaire les attentes du milieu communautaire. Et donc, je trouve que ça ajoute, bref, une petite complexité aussi. Oui, puis là, ça me fait penser justement à un point que des fois j'oublie un peu, c'est comme le paradoxe du milieu communautaire, c'est un milieu qui, à cause de l'intérêt du droit social, généralement, veut faire attention aux gens, la qualité de vie, c'est important et tout ça, mais c'est comme un peu aussi tout en paradoxe avec le fait que c'est une vocation, tu dois tout donner. Fait que selon sur qui on tombe dans le milieu communautaire, les attentes par rapport aux étudiants et étudiantes peuvent dire, bien, comme tu devrais travailler et surtravailler parce que tu travailles sur de quoi qui est important pour nous autres. Et fait que ça, c'est quand même quelque chose qui devrait être là. Puis inversement, des fois, le milieu communautaire qui disent comme, hey, oui, c'est quand même une job, si tu m'envoies un courriel le vendredi, je ne vais pas te répondre le samedi.
Fait que ça peut avoir justement une espèce... Ça, c'est le paradoxe. Je pense même dans le milieu universitaire, c'est un peu le même principe, on en parlait, là. C'est comme les deux en même temps. La santé mentale, c'est important, on prend soin, mais en même temps, tu dois tout donner, toute l'énergie, puis travailler sans arrêt pour réussir au maximum. Communautaire, on est dans le même type de paradoxe actuellement. Puis selon, dans un milieu très militantiste, ça peut beaucoup jouer sur comment que ça se fait. Puis pour rester juste sur ce dernier point, puis après, on va te laisser dire quelque chose. Non seulement c'est reproduit, ce dernier point, dans le milieu universitaire, mais c'est sûr que c'est quelque part encore plus reproduit dans les cliniques juridiques. Il y a un organisme qui est l'Association des cliniques juridiques canadiennes, dans lequel je représente l'UQAM et le Québec, ça va vous faire rire. Et dans cet organisme, on a eu une discussion récemment sur un changement qui est en train de s'opérer dans les cliniques. Ça veut dire que les cliniques, elles se sont construites, elles ont fonctionné. Et moi-même, j'ai commencé à enseigner les cliniques sur la base du fait qu'on pouvait en demander beaucoup, énormément aux personnes étudiantes, puis ça marche un peu parce qu'on leur demande beaucoup. Et puis qu'en ce moment, il y a une résistance qui, je pense, est une excellente résistance qui se base sur l'idée d'avoir des meilleures conditions de vie, qui nous dit clairement, non, en fait, moi, je ne vais pas travailler pendant la fin de semaine, et puis mes horaires se terminent à 17h, et puis on se retrouve vraiment dans cette situation un peu spéciale où ça marche seulement si les gens en font plus, et en même temps, on est dans cette optique maintenant d'essayer de changer ça aussi dans notre fonctionnement, donc c'est exactement la même chose que ce que tu mentionnes, se reproduit dans les cliniques juridiques. Si on revient sur le point des attentes, Charlotte, tu as travaillé dans ton mémoire notamment sur des solutions pour pallier à ces décalages-là, puis j'aimerais ça t'entendre si tu avais certaines solutions à nous partager. Oui. Non. Non. Il y en a, puis je pense qu'une des façons de voir un peu la tension, c'est de voir cette tension-là comme vraiment un environnement fertile pour encourager puis provoquer des enseignements intéressants pour les étudiants et étudiantes. Parce que beaucoup d'étudiants et étudiantes comme moi, qui, oui, ont un certain désir de travailler dans le milieu communautaire, arrivent dans une clinique, puis ils font une première réalisation que, ouais, OK, j'ai peut-être pas les compétences pour faire beaucoup de choses qu'on me demande. Il existe d'autres métiers que celui avocat traditionnel, je savais pas. Donc, il y a déjà un peu cette confusion, puis ça peut être assez stressant. Puis je pense que c'est justement le rôle de la clinique de créer un environnement où on peut engendrer des genres de discussions sur, OK, ben qu'est-ce que peut être le rôle des juristes ou des avocates justement dans des luttes sociales d'envergure ou au sein d'organismes communautaires, peut-être un peu aussi questionner les visions qu'on avait, peut-être un peu limitées du rôle des connaissances et des compétences juridiques de manière générale là, dans justement des organismes communautaires ou au sein de luttes sociales. Donc ça passe par le travail un peu sur la réflexion de sa positionnalité sociale personnelle, mais aussi sa positionnalité comme professionnelle. Donc ça, c'est des pistes un peu de réflexion qu'on peut encourager dans la clinique au sein des classes, de la classe. Certains exemples de stratégies que la littérature a aussi mis de l'avant, c'est d'enseigner puis de valoriser dès le début une posture d'humilité auprès des étudiants et étudiantes. Donc ça, c'est vraiment important. Ce que ça peut permettre aussi, c'est de mieux instaurer un climat puis un espace pour favoriser la collaboration, l'ouverture d'esprit, d'apprendre des nouvelles compétences, de se questionner, de se remettre en question. Puis d'ailleurs, par rapport à la clinique, de comment elle fait, ben Laurent, je pense que tu avais un exemple assis sur la clinique d'ailleurs. Oui, que Jumla, tu pourras peut-être m'aider puisque ça parle de la pédagogie de la clinique. Mais je pense que très tôt dans la clinique, c'est du fait qu'on a par exemple un retour réflexif qui est fait à la semaine 3, 4, je ne m'abuse 4, notamment de comment est-ce que les personnes étudiantes ont perçu leur rencontre avec leur organisme communautaire, quelles tensions ça a soulevé, etc., permet d'avoir déjà un regard autocritique sur ces dynamiques en fait, de pouvoir qui peuvent naître entre les personnes étudiantes, le milieu communautaire, mais aussi la supervision juridique, puisqu'on est dans une situation tripartite. Et tout au long de la session, en fait, on a des lectures, on a un essai réflexif qui est généralement très apprécié, mais généralement très compliqué aussi, je pense, à faire, qui permet de mettre à l'œuvre ce que Charlotte a nommé, cette transmission d'esprit critique. Et donc, je pense que ça favorise une espèce de réflexion, d'humilité autour de la posture de juriste. Tu n'as rien à rajouter.
Puis j'aurais deux autres stratégies. En fait, une autre stratégie, ce serait de bien prendre le temps de redéfinir le rôle de chacun, chacune. Donc, pour éviter d'un côté que la clinique et les étudiants et étudiantes se présentent comme les seuls créateurs de connaissances, de contenu, et les organismes de l'autre côté comme récepteurs de ces connaissances-là. Donc, vraiment, c'est de redéfinir ces rôles-là. Comment on le fait à la clinique? Ben, il y a la façon de faire les supervisions. L'organisme communautaire partenaire participe vraiment tout au long de la session avec les étudiants et étudiantes. Donc, c'est pas on donne le mandat, on en discute au début de la session, puis on se revoit à la fin de la session. Il y a vraiment des rencontres, je pense que là, c'est 3 rencontres par session avec le partenaire. Il y a des échanges de courriels aussi qui sont possibles. Donc, l'idée, c'est vraiment pas les étudiants et étudiantes qui partent avec leur idée sur le mandat. Et on essaie de créer quand même un dialogue, puis que l'organisme communautaire aussi là, participe très activement dans la création de ce dossier-là. Du côté du communautaire, comment on tente d'un peu gérer les attentes aussi? Ben, c'est sûr, c'est de créer un véritable partenariat. Ça implique de prendre le temps de discuter des mandats avant la session. Ça demande beaucoup de temps, mais c'est vraiment important. Donc, on rencontre les organismes, on crée ce qu'on appelle une fiche mandat. Donc, là-dedans, on essaye de mettre le plus au clair possible le rôle de tout le monde. Fait que tout le monde a cette fiche-là, les étudiants, étudiantes, les organismes, la clinique et les supervisions. Donc, si par exemple, il y a des avocats, avocates qui supervisent les dossiers. Donc, l'idée, c'est de mettre au clair ça va être quoi le mandat, le rendu, donc vraiment les délais, les dates de rencontre même. On essaie vraiment de s'arrimer aussi au calendrier des organismes communautaires. Donc, vraiment, on essaie le plus possible d'éviter en cours de route. Il y a toujours des imprévus, là, on s'entend, c'est sûr, mais si au moins on part avec une bonne base, c'est déjà mieux. Puis là, il y a un échange aussi, on envoie la fiche, il y a des retours, on discute du va-et-vient là-dessus, c'est vraiment important. Donc voilà pour ce qui était des stratégies. Je voulais juste ajouter quelque chose sur la fiche mandat dont on a parlé pour montrer aussi que rien n'est jamais terminé ni parfait. C'est que moi, j'ai aussi beaucoup de questionnements sur la fiche mandat qu'on rédige parce qu'il y a toujours un risque aussi de figer une collaboration, alors que ce qu'on a compris et ce qu'on comprend quand on fait des cliniques, c'est que la fiche mandat, c'est vraiment un point de départ et que souvent le mandat va changer. Ça fait même partie du travail qu'on essaye de transmettre que de faire avec ces aléas et avoir cette flexibilité. Puis ça aussi, à mon avis, le désavantage. Là, je suis en train de critiquer notre propre travail, mais ça a aussi l'avantage de sectionner un peu le travail. Ça veut dire que des personnes étudiantes arrivent, elles font une partie du travail et puis elles repartent. Et on peut donner ou véhiculer cette impression que c'est comme ça que ça se passe, en fait, le travail avec le milieu communautaire. Alors que si on est vraiment quelqu'un qui va être professionnel du droit, pas dans un cabinet, mais en lien avec le milieu communautaire, et ben, on est là tout au long du processus, puis on doit mener un projet du début à la fin. Mais, et ça, c'est un point qu'on a écarté pour la discussion d'aujourd'hui, on a un calendrier académique qu'on doit aussi respecter, donc on tombe à faire ça. Et à mon avis, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Je ne sais pas si tu voulais rebondir. Juste un petit quelque chose que je trouve que ça a été peut-être, tu as parlé justement du processus de sélection dans lequel on travaillait, puis je pense que ça, en termes de solution, c'est de l'importance de s'intéresser puis de se pencher très, très, très sérieusement sur tous les critères, autant structuraux, organisationnels, des mandats qui seront acceptés ou pas. Ça fait déjà exactement un gros travail de travailler sur les attentes de tout le monde, d'être capable d'identifier puis de réduire les attentes parce qu'il faut rentrer dans un minimum de cadre qu'on sait qui est essentiel pour qu'il y ait une chance de fonctionner dans ce qu'on attend avec la clinique et le milieu communautaire. Fait que ça, c'est le bout, je pense, qui est très amorcé puis ça prend un peu de temps parce que je pense que c'est très, très, très important. Puis ça fait aussi qu'il n'y aurait pas de frustration des autres organismes qui ont peut-être pas nécessairement eu leur mandat de choisi si les critères sont clairs, sont définis, puis on explique pourquoi. Ça écrit aussi comme les attentes des gens qui ne sont pas avec vous autres, mais qui voudraient être aussi avec la clinique. Oui, puis je pense que ça amène un peu la nuance entre des attentes claires au niveau du fonctionnement versus des attentes claires au niveau du mandat pour rester flexible. J'aimerais qu'on passe à notre deuxième point, si ça vous va, parce que le temps file. Marion, tu l'as un peu évoqué tantôt, mais de par cette idée qu'au travers des organismes communautaires, il y avait des différences au niveau de cette capacité pédagogique à prendre en charge des personnes étudiantes. Je pense que ça parle aussi du fait qu'au sein de la clinique et des personnes étudiantes qui font la clinique, il y a une compréhension très diverse des enjeux et des réalités LGBTQIA2S+.
Or, on voit que par la réalité même de la clinique, qui est un cours universitaire, on demande, ou enfin on s'attend à ce que les personnes étudiantes adoptent un langage inclusif et non oppressif assez rapidement, voire parfois même militant, pour éviter que certaines agressions soient reproduites au sein des organismes communautaires. Or, on voit que ça crée un certain décalage avec le cours universitaire qui, de par son essence, permet à des personnes de se tromper, d'apprendre. Et donc, on voit que ça crée une tension entre une attente peut-être du point de vue de la direction et du milieu communautaire, que les personnes arrivent avec un bagage, une compréhension assez généralisée de c'est quoi, de manière plus large, les personnes LGBT, mais aussi leur réalité. Puis aussi, du point de vue des personnes étudiantes, d'avoir le temps, en fait, d'apprendre et de s'adapter. Je lancerai, en fait, cette question un peu plus large à quiconque veut prendre la parole. Mais selon vous, en fait, comment est-ce que cette tension naît au sein de la clinique entre la nature du cours universitaire et du milieu communautaire? Puis s'il y aurait des solutions, en fait, aussi. Vas-y, Je peux commencer sur vraiment les questions de langage qui sont essentielles quand on travaille sur ces questions et qui peuvent vraiment faire des tensions. Je pense que la marche, je l'ai déjà dit, quand on entre dans la clinique, elle est vraiment haute, de très rapidement acquérir cet autre langage. Puis ce que j'essaie de faire de mon côté, c'est vraiment de me baser sur notamment un paragraphe que j'ai beaucoup aimé dans un des ouvrages pédagogiques de Bell Hooks, donc la pédagogue afro-féministe états-unienne, qui disait à un endroit, ça sort toujours mieux en anglais, mais qu'il fallait faire preuve de compassion. C'est le mot qui est utilisé par rapport aux personnes étudiantes, dans le sens où, quand on est dans une situation d'apprentissage, elle explique que ça va avec une certaine douleur quand on doit modifier sa façon de percevoir le monde, de nommer les choses. Et donc, je pense que ça implique aussi de notre côté, du côté enseignant, de faire attention à ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on consacre beaucoup de temps au début de l'année aux questions de terminologie. On invite aussi des personnes qui sont expertes sur le sujet pour en parler. On envoie des podcasts pour se former. On fait des séances de rattrapage quand on a l'impression que c'est un langage qui n'est pas encore acquis. Et puis, c'est souvent mentionné comme étant un des apports à la fin de la session des personnes qu'on fait la clinique, parce que de nouveau, c'est pas forcément quelque chose qui est appris dans les études en droit, et puis c'est pas forcément non plus quelque chose qui est valorisé. Et là, je parle de l'oral, mais aussi de l'écrit. Donc, on demande de suivre un certain guide terminologique. Et puis, ça nous demande beaucoup de travail à ce niveau-là, au niveau du langage. Il y avait un autre point que je voulais dire sur le langage, qui concerne un peu un réflexe qu'ont parfois certaines personnes étudiantes en droit et auxquelles nous, on doit faire attention. Puis je pense que ça fait un peu écho à ce que tu as dit avant, Marion. C'est que comme on doit aller très vite et qu'on a des dossiers qui ont une composante juridique, il y a un peu un réflexe des personnes étudiantes d'aller dans un langage très technique en droit, de se réfugier dans une certaine technicité au niveau du langage juridique. Et puis ça fait en sorte que ça renforce leur position d'experts-expertes sur le sujet, ce que tu disais avant. Mais ça empêche aussi un certain dialogue avec le milieu communautaire. Et puis surtout, concrètement, ça fait qu'on fait moins bien notre travail. Parce que la plupart des choses qu'on va faire dans la clinique, ça va être outiller le milieu communautaire qui va ensuite utiliser des arguments juridiques dans son travail. Mais c'est pas tout le temps, voire rarement, du travail qui est fait par des juristes pour des juristes. Donc, il y a vraiment l'importance de se faire comprendre par les milieux communautaires sur qu'est-ce qu'on produit. Et par exemple, quelque chose qu'on a fait à la session dernière, que moi, je n'avais jamais testé dans les cliniques que j'ai menées, puis que je trouve qu'il fonctionnait bien, c'était de demander aux personnes étudiantes, vraiment à la toute fin de session, de faire un retour par oral au milieu communautaire sur les résultats des travaux. Puis ce qu'on a demandé, c'était de sortir du PowerPoint. Donc, pas de dire on va 20 minutes dans l'organisme, on présente et puis c'est fini, mais on leur a demandé de prendre le temps. Ce qui a été pris très au sérieux.
Donc, on a eu, par exemple, un groupe qui a passé une journée entière avec un organisme communautaire. Je précise que tout le monde était consentante pour le temps passé. On a un autre groupe qui a passé vraiment une longue matinée avec les milieux communautaires. Et en fait, du retour que j'ai eu, puis il y aura peut-être des personnes aussi que je sais en ligne qui ont participé à cette activité, du retour que j'ai eu, c'est souvent là que les gens ont compris ce qui avait été fait comme travail au niveau juridique, le moment où les gens se sont assis dans un canapé, en buvant un thé et en prenant le temps d'expliquer aussi qu'est-ce que sont les chartes, qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des normes, d'aller vraiment dans tous les détails pour que le milieu communautaire comprenne notre travail. Alors, ça demande, c'est demandant, ça demande aussi du temps, puis là, on revient sur la charge de travail au milieu communautaire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va garder puis qui a amené beaucoup de choses. Donc, pour le langage, en fait. Mais ça, c'est important. Je vais comme y aller, commencer par le langage juridique, puis après, je vais repasser par l'autre. On va garder, on va prendre l'ordre inverse. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que le langage, il y a beaucoup de termes dans le langage juridique qui sont utilisés puis de façon complètement différente dans le milieu communautaire, sans savoir qu'il y a une signification et un concept précis dans le milieu juridique qui veut dire la même chose. Donc, aussi, il y a l'espèce d'illusion des fois que les gens se comprennent, puis finalement, ils ne se comprennent pas du tout. Ils utilisent juste les mêmes mots avec des divisions complètement différentes, qui sont beaucoup plus galvaudés et lousses quand on dans notre milieu, alors qu'ils sont très, très précis dans le milieu, justement, juridique. Parce que ces mots-là, il y a beaucoup de mots qui existent. C'est juste qu'ils ne sont pas utilisés de la bonne façon ou sont utilisés d'une façon qui n'est pas assez juridique. Fait que déjà, dans l'enjeu de traduction, cette tension-là, elle a besoin d'être travaillée pour qu'on pose des questions, qu'on clarifie. Et inversement, parce qu'encore une fois, vu que les mêmes termes utilisés par le milieu communautaire ne veulent pas dire la même chose, la personne qui a une expérience juridique, elle doit vérifier si l'utilisation de ce terme-là veut dire la même chose pour le milieu communautaire que pour elle, parce qu'elle peut assumer qu'elle comprend, mais qu'elle comprend finalement peut-être pas c'est quoi réellement le mandat. Fait qu'il y a un échange parce qu'il y a une traduction à faire, qu'il faut partir avec cette idée-là que c'est pas le même langage qui est parlé, puis qu'on a besoin de prendre le temps. Et inversement, le milieu communautaire doit aussi peut-être se sentir à l'aise de poser des questions, puis de ne pas se sentir justement ce sentiment-là de ne rien comprendre, puis de pas poser des questions, puis de laisser à personne juste tout gérer. Bien, je pense qu'il faut passer au-delà et demander d'expliquer, de s'assurer qu'il y a une compréhension qui est commune. Et pas de jouer justement à l'expert et le client, et de toute façon, la personne n'a pas besoin de comprendre. Non, dans ce cas-là, si on veut un réel échange, je pense que c'est important qu'il y ait cette compréhension commune, que ce côté pédagogique-là qui est là. Sinon, pour revenir sur le côté du langage, l'enjeu avec tout ça, c'est que personne n'est jamais d'accord. Puis dans le milieu communautaire, il y a eu des énormes conflits et il y a eu beaucoup de critiques d'organismes qui étaient peut-être plus loin des milieux universitaires, qui disaient que c'était ultra élitiste, puis que la maîtrise de où on est rendu dans le type de langage, puis comment nommer les choses, eux, des fois, n'avaient pas accès à ça, puis de se faire critiquer eux-mêmes comme personnes queer du langage qu'ils utilisaient, bien, ça pouvait créer des problèmes. Fait que déjà, en l'intérieur même du milieu communautaire, c'est quelque chose, c'est un enjeu, c'est une complexité. C'est très dur, puis ça change rapidement. Et selon le type de partenaire, le dernier mandat, vous travaillez justement avec un organisme en Abitibi. Là, on essaie d'avoir une certaine diversité. Fait que c'est pas toutes les réalités qui sont les mêmes, c'est pas tout le même langage. Je pense que c'est vraiment l'importance un milieu communautaire, de préjuger de la bonne foi, de ne pas préjuger que c'est une mauvaise intention ou c'est un désintérêt par rapport à ces enjeux-là, d'être consciente qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. Puis l'autre chose, c'est toujours, moi, je pense tout le temps d'apprendre à faire c'est d'apprendre aux gens comment poser des questions puis faire des erreurs. Parce que la compréhension même du jargon, des termes, elle peut changer, elle est complexe. Et d'un milieu communautaire à l'autre, ça va changer. Puis là, ça se pourrait éventuellement travailler dans un milieu communautaire, puis l'étudiante parle avec une personne qui se dit « Je suis une personne transsexuelle », puis la personne dit « Je ne suis pas supposée dire ça, comment ça on dit ça? » Bien, la personne, elle se définit comme elle le souhaite. Il faut respecter aussi, même si on s'est fait dire que le langage à utiliser, à préférer, c'est ça. Fait qu'il y a comme cette tension-là aussi à respecter aussi de « Oui, il y a un apprentissage. Je pense que ça, on ne pourra jamais passer au travers parce que c'est assez large, puis ça va vraiment varier de l'intérêt, justement, puis de la capacité, puis du temps, puis de la disponibilité du milieu communautaire et de l'étudiant-étudiante. Mais il y a vraiment cette notion-là de se mettre un peu d'accord, et encore une fois, peut-être de travailler ses attentes, de dire, c'est des gens qui sont dans l'apprentissage. Vous avez, en jouant ce rôle-là, avec la clinique, vous acceptez de jouer ce rôle de pédagogue-là aussi. Et côté étudiant, de faire quand même un effort, de faire attention, puis de poser des questions pour s'informer au lieu de juste y aller comme ça, sans préparation. S'informer sur le milieu.
Et puis, je pense que tu mets vraiment le doigt sur, en tout cas, à mon sens, un enjeu qu'on a nommé, mais qui est cette idée de, bon, leur offrir une base au niveau de la terminologie, de c'est quoi les enjeux principaux, etc. C'est quoi que veut dire certaines lettres, quel langage utiliser. Mais ensuite, d'aller plus loin, comprendre que c'est plus complexe, puis d'arriver avec un langage adéquat qui est, à mon sens, excessivement difficile en 3 semaines quand tu n'as jamais entendu parler de c'est quoi une personne lesbienne, par exemple, tu sais. La vie loin parmi cette personne. Ouais. Vas-y le plus. Par exemple. Puis aussi, pour faire du pouce sur ce que tu disais par rapport au langage qui diffère entre les milieux communautaires et le droit, tu sais, on a eu un exemple parfait à la session dernière où ça nous a pris, enfin, l'équipe s'est rendu compte à la mi-session qu'il y avait une mécompréhension entre un mot qui était utilisé par l'organisme versus par les personnes étudiantes qui se sont uniquement basées sur la définition en droit, alors que le milieu communautaire parlait du phénomène. Et ça a créé toutes sortes d'enjeux très importants. Puis c'est venu à repenser le mandat, etc., en plein milieu de la session. Et donc, on voit, en fait, à quel point c'est vrai que c'est important, puis que c'est un peu un biais qu'on oublie quand on étudie en droit, que ce mot, en fait, veut dire autre chose que ce qu'on entend entre... Je voulais, Charlotte, te laisser la parole par rapport à ça. À mes stratégies. Yes. Ben, en fait, j'ai pas tant de choses à rajouter. Vous en avez quand même, tu sais, Jim, là, t'en as parlé un peu, mais tu sais, le classique de la clinique doit prendre beaucoup de responsabilités pour enseigner beaucoup de choses à leurs étudiants et étudiantes. Les stratégies que la clinique, par exemple, a mis en application, ben, c'est d'inviter des gens pour des ateliers de compétences, par exemple, l'écriture inclusive, la vulgarisation juridique. Donc, toutes ces choses-là, ben, c'est la clinique qui prend la charge pour enseigner ces choses-là. Puis des trucs, des fois, vraiment simples comme la gestion de dossiers. Ben, c'est pas si simple, là, mais la gestion de dossiers. Mais je veux dire, la communication avec l'extérieur, ça, des fois, on dirait que ça a l'air simple, là, mais de savoir, peut-être si tu n'as jamais fait ça de ta vie, savoir que ben, il y a certaines heures auxquelles tu communiques pas, tu n'envoies pas de courriel. Tu sais, ces choses-là, c'est aussi la clinique qui doit prendre en charge ces choses-là, développer des outils pédagogiques pour aider les étudiants et étudiantes. Donc, c'est important de prévoir ça puis penser à ces choses-là. Il y a aussi donné, comme Laurence disait, donner le temps aux étudiants et étudiantes d'absorber les connaissances, de comprendre aussi les subtilités du mandat. Dans la clinique, c'est une des méthodes. Ben, il y a aussi les méthodes, pas la méthode, mais les plénières qu'on appelle. Donc, pendant la session, les étudiants et étudiantes présentent leur mandat, vont discuter avec les autres étudiants, le conseil aussi qui est là. Puis ça, on a copié l'assidu, justement, là-dessus, qui est vraiment une bonne façon de s'assurer, de faire émerger des discussions puis de s'assurer que les étudiants et étudiantes sont corrects au cours de la session. Puis ça peut passer aussi à travers des rencontres d'équipe, des rencontres individuelles, donc de faire le point là-dessus, est-ce que ça va bien? On ne veut pas attendre à la fin de la session de savoir que personne ne comprend rien puis le feu a pris dans l'équipe. Ça, on veut éviter ça, puis on ne veut pas que ce soit justement l'organisme communautaire qui écope à la fin de la session avec tout ça. Donc, c'est vraiment une prise de responsabilité de la clinique d'apprendre toutes ces compétences-là, puis de choisir les bons partenariats, d'où la pertinence d'avoir le conseil avec nous. C'est de choisir des organismes qui ont l'espace pour faire ça aussi, de prendre la posture un peu plus pédagogique. Donc, il faut bien choisir nos partenaires aussi là-dedans. Donc, voilà. Ouais. Ce qui nous amène à notre dernier point qu'on aimerait aborder, le temps file, c'est lié aussi beaucoup au langage et aux attentes, mais il y a aussi cette idée qu'il y a un rapport qui est parfois différent entre en fait, le milieu communautaire, les personnes étudiantes et la clinique par rapport au droit et aux juristes. Donc, un rapport qui entretienne toutes ces entités-là de façon très différente. Puis on constate que parfois, par le milieu communautaire, il va y avoir à la fois une méfiance face au droit et face aux juristes et à la fois un optimisme, en fait, par rapport à ce que le droit peut faire par les milieux communautaires. Et Marion, j'aimerais t'entendre, en fait, par rapport à ce rapport qu'entretient les milieux communautaires face au droit et aux juristes de façon plus large. Mais encore une fois, je vais revenir un peu sur le principe aussi qu'il faut revenir un peu à l'historique du milieu communautaire LGBT qui est quand même jeune et qui n'utilise pas ce type de service-là. Et c'est quand même quelque chose, le droit, c'est une des disciplines, je pense, qui est le plus dur d'acquérir de façon autodidacte, puis de s'informer, puis de réussir à
acquérir les compétences de façon autonome. Et milieu communautaire, la majorité des gens, ils acquièrent, les gens arrivent sur le tas et toutes les compétences ou presque qu'ils vont acquérir dans leur milieu, c'est sur le tas. Il y a une professionnalisation. Ceci étant dit, pour des raisons sûrement économiques, c'est rarement du monde du milieu juridique qui viennent s'investir dans le milieu communautaire. La différence, je pense, elle est un petit peu trop grosse financièrement. Fait qu'il y a vraiment une espèce de fossé entre, il y a une incompréhension. Et c'est quelque chose qui est facile d'utiliser le droit, justement. Quand on ne le maîtrise pas, c'est intimidant et c'est quelque chose qu'on peut se faire énormément manipuler. Fait que c'est vraiment un outil de pouvoir. C'est vraiment, le droit est un outil de pouvoir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une méfiance parce qu'on est, les milieux communautaires ne sont pas capables de vérifier si vous dites la vérité. Littéralement. Fait qu'il n'y a pas de double vérification. Fait qu'il y a une espèce de je me jette dans le vide. Puis, historiquement, l'inaccès à cette baguette magique-là, parce que pour beaucoup, c'est un peu magique, là. C'est une fois qu'on comprend le droit, ça peut sembler de ça libère, ça ouvre une nouvelle stratégie complète pour le milieu communautaire, mais complètement dépendant de gens généralement qui sont complètement extérieurs. Le côté aussi, je connais très peu de, ben là, je connais à cause de la Phoenix, mais avant, mettons, dans le milieu communautaire, des gens même qui fréquentent et qui, dans leur milieu social, des gens de milieu juridique, même ça, ils ne l'ont pas. Et l'image publique de même, c'est quoi le droit? On parle beaucoup de droit corporatif, on voit ce que c'est pas, mettons, l'image qu'on associe à l'anticapitalisme, mettons, au droit social non plus. Fait que de base, il y a une méfiance de c'est qui fait ce job-là? Pourquoi les gens le font? Est-ce que ces gens-là sont réellement pour m'aider? Est-ce que je vais pouvoir, moi, l'utiliser? Parce que généralement, moi, je me bats contre une autre personne puis je vais perdre parce que je ne le maîtrise pas, cet outil-là. C'est comme un arme puissant que je ne suis pas capable, je ne sais pas de quel bord le tenir. Fait que c'est vraiment, je pense, cette méfiance-là, mais en même temps, une excitation parce qu'il y a la compréhension puis de voir à quel point c'est un outil de pouvoir. Puis dans le milieu du droit LGBT, en ce moment, c'est de plus en plus parce qu'on gagne des droits puis ils ne sont pas appliqués le 3/4. Fait que c'est sûr que de maîtriser le côté juridique, ça vient régler, ça pourrait régler beaucoup de choses. Et les gens s'imaginent comme « Ah, c'était juste ça qui me manque. Je l'ai maintenant, la baguette magique, je vais pouvoir l'utiliser. » Fait que il y a cette fébrilité-là qui peut entrer en ligne de compte. J'ai oublié de rebondir directement. Je peux rajouter des points, mais ça va un peu dans le même sens de ce que tu dis, où ça complète. Je pense que effectivement, il y a des endroits où il peut de nouveau y avoir des tensions entre tous ces partenaires que vous saisissez maintenant. Dans le travail qu'on fait dans la clinique, il y en a qui sont avec les personnes étudiantes. Parce que des fois, c'est un peu killjoy, les cliniques. C'est un peu rabat-joie, dans le sens où les personnes qui rentrent dans une clinique ont aussi parfois un rapport très positif, confiant dans le droit et confiant dans leur profession. Puis nous aussi un peu, hein, sinon on ne ferait pas ce métier et puis on ne serait pas encore dans des facultés de droit ou des départements des sciences juridiques. Mais je pense qu'il y a toute une partie du travail clinique qui est un petit peu de démystifier ce que peut amener le droit et ce que peuvent amener les juristes, de aussi montrer à quel point, certes, le droit, puis ça on l'apprend beaucoup à l'UQAM, c'est à la fois un outil d'émancipation et d'oppression, mais c'est aussi un système et les juristes font partie de ce système et sont les personnes qui gardent aussi le système, qui font en sorte de le reproduire. Et on passe beaucoup de temps à déconstruire cette image-là, puis je pense qu'il y a une certaine, parfois, déception face au droit, face à la profession. C'est seulement les premières semaines. En général, on se rattrape après parce que ça amène des compétences et des connaissances en plus de faire une clinique. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi le fait qu'on doit faire attention de notre côté par rapport à ce que tu as dit avant d'être dans une profession particulière avec une formation particulière. Dans notre lien avec le communautaire, de ne pas transformer les problèmes qui nous sont amenés par le communautaire, qui sont des problèmes sociaux, en problèmes juridiques. Il y a beaucoup de juridicisation des problèmes sociaux que rencontrent les personnes LGBTQIA2S+, qui sont transformés en questions juridiques. Et pour nous, c'est très facile de faire ça. On le voit même quand on rédige les fiches mandats, on a tendance à faire ça. Les gens nous viennent en disant on a telle ou telle difficulté, puis on est là, OK, on va trouver une question juridique, puis on va répondre à la question juridique, puis quand on aura répondu à la question juridique, on aura résolu le problème social. Donc, il y a vraiment aussi une confusion entre le fait de résoudre un problème en droit et le fait de résoudre un problème tout court. Et puis, ces éléments, ils peuvent se retrouver après dans notre relation avec le communautaire, parce qu'effectivement, parfois,
cette vision qui peut être très positive du droit, elle est aussi partagée par des personnes dans le milieu communautaire. Donc, quand nous, on arrive avec notre regard critique un peu universitaire, oui, mais il faut déconstruire, etc., ça peut aussi sembler très élitiste quand il y a des personnes qui ont des besoins juridiques, en fait, auxquels il faut répondre. Et ça me permet de faire un dernier point sur ça, sur les besoins juridiques, c'est que parfois, notre optique dans la clinique critique, collective, émancipatrice, elle peut aussi entrer en clash avec le fait que parfois il y a des organismes qui maintenant, en ce moment, ont un besoin juridique pour des situations individuelles et on ne répond pas à ça quelque part avec cette optique plus collective du droit. Et ça, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'effectivement, c'est un endroit où il peut y avoir une tension. Il faut vraiment expliquer qu'est-ce qu'on fait et expliquer aussi le cadre pédagogique dans lequel on est. Je parle du droit du travail, des fois, que j'ai mis communautaire avec des problèmes de structure puis avec des crises de croissance. Puis il y a plein d'enjeux du droit du travail. Ouais. Mais c'est pas ça du tout le mandat de la clinique. Mais en termes de besoins, les premiers qui vont souvent identifier dans les questions, c'est souvent des enjeux qui sont liés avec ça. Charlotte, de par l'approche communautaire du droit, comment est-ce que les théories puis aussi ton expérience voient en fait cette tension? Oui, ben en fait, ce que Jimena, tu parlais tout à l'heure un peu de déception, souvent la pratique communautaire dans le milieu pédagogique clinique, là, on propose justement la réorientation, c'est-à-dire on prend le moment de ce qu'on va appeler la désorientation, quand un peu la réalisation que le droit finalement, ça règle pas tous les maux, ben on va en profiter pour éviter de laisser un peu cette déception planer, puis on vise justement à peut-être ta vision de la justice devrait être repensée, revisitée pour avoir d'autres visions qui n'est pas celle nécessairement qu'on transmet dans les cours de droit. Ça passe notamment par la vision à long terme de l'engagement de la clinique et même de juste voir l'engagement des juristes là, au sein des milieux communautaires comme quelque chose qui nécessite du temps, puis de l'investissement. Puis ça, en fait, dans la clinique, une des façons qu'on a fait, ben, il y a certains mandats qu'on a décidé de faire sur plus qu'une session. Ça, c'était un des éléments qu'on a décidé ben, en fait, pas un mandat, mais un organisme. On travaille avec l'organisme sur plus qu'une session. Encore là, c'est des choses qu'on réfléchit. C'est pas coulé dans le béton ce qu'on va faire ça pour tous les mandats. Pour certains mandats, c'est à réfléchir, mais c'est une des stratégies qu'on a développées, du moins là, pour le début. Établir les priorités, comme Jimena disait tout à l'heure. Bon, là, on a déjà des mandats établis. Comment on fait pour pouvoir réagir? Par exemple, il y a un projet de loi qui est adopté, qui est vraiment horrible. On a des flashbacks un peu, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est pris, on a plein de mandats, on se dit qu'on veut contribuer à la justice sociale, mais on va dire non, là, on ne peut pas vous aider, je suis désolée. Bien, ce qu'on essaye de penser, c'est peut-être, là, on ne l'a pas encore instauré, on est en discussion, réflexion, mais possiblement d'avoir l'option de bénévolat des étudiants-étudiantes qui voudraient s'impliquer en plus de leur mandat. Bon, c'est sûr, ça demande encore beaucoup plus d'investissement. C'est pour ça que je dis que c'est à réfléchir. Sinon, ça serait d'opter pour des anciennes étudiants-étudiantes qui voudraient revenir pour continuer à contribuer là, à la clinique. Ça développe toute l'idée aussi que l'investissement, c'est pas juste je finis ma session, je m'en vais puis j'y pense plus. Ça aussi, ça développe l'idée qu'on peut toujours continuer à s'impliquer, pas juste dans un but d'avoir une note ou un résultat pédagogique. Fait que ça serait un peu ça que j'aurais à ajouter. Et puis juste sur ça aussi, un élément qu'on avait identifié dans notre dernière discussion avec le conseil pour les urgences, c'est peut-être de prévoir une fois par année un mandat qui soit à disposition pour le moment où il y a une urgence. Donc, on prévoit par exemple 3 dossiers et pas 4, puis on en laisse un à disposition parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe politiquement et juridiquement sur ces questions, et puis on pourrait s'y mettre. Mais de nouveau, ça demande beaucoup de flexibilité de notre part, de la part de l'organisme et de la part des personnes étudiantes qui vont arriver dans le cours, alors qu'on l'a vu, il y a déjà beaucoup de choses à apprendre. Bref, on voit que c'est des discussions qui sont en cours. Et donc, on resterait sur ces 3 points de tension, donc au niveau des attentes, au niveau du langage, puis au niveau de ce rapport en fait, au droit et aux juristes.